Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Melting Sport. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sport roi de l'olympisme par excellence. Il s'agit de l'athlétisme et de son développement en Afrique. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés deux grands noms de ce sport. Amadou Mbaye. Alors, on vous a connu champion, le premier champion francophone d'Afrique du 100 mètres. Et aujourd'hui, vous êtes entraîneur à Rouen, au Pôle Espoir. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et à côté de vous, la jeune vague, Harold Correa, champion de France du triple saut. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, ouais. Super. Alors, je vais commencer par la question qui fâche. Alors, on vient de sortir le mois dernier des mondiaux d'athlétisme à Doha. Et l'Afrique a remporté 27 médailles, dont 9 en or, soit son plus faible bilan depuis les mondiaux de 2009. Comment vous l'expliquez, Amadou? Pour l'expliquer, c'est facile. C'est qu'il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. Pour moi, je pense que c'est pas tellement catastrophique, ça aurait pu l'être plus que ça. Et ils se sont quand même bien sortis, et tout simplement parce que si on voit sur ce nombre d'athlètes, de médaillés, on verra qu'il y a beaucoup de Sud-Africains, il y a les Kenyans, il y a les Éthiopiens, et après, ça se disperse. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros problème, effectivement, de préparation et d'organisation. Mais c'est latent, ça dit que c'est maintenant qu'on commence à voir, et je pense que si on ne fait rien du tout, plus tard, ça sera encore beaucoup plus catastrophique. Harold, vous vous entraînez avec des athlètes africains. Ils vous ont parlé aussi de ces paramètres de préparation? Tous les athlètes, en général, ont parlé du fait que les championnats du monde étaient bien plus tard dans la saison, cette année, et ça peut... Oui, fin septembre, début octobre. Une préparation un peu plus complexe. Les conditions météo aussi qui rendent les compétitions un peu plus aléatoires. Il faisait très chaud, oui, on l'a vu. Avec des fortes températures. Après, il a manqué certains athlètes aussi dans certaines disciplines, que ce soit des gros pays tels que le Kenya, l'Éthiopie, avec notamment Dibaba, les Sud-Africains qui avaient l'habitude de faire quelques médailles également, avec Van Niekerk. Il y avait pas mal de blessés aussi. Et certains athlètes ont, je pense, privilégié les Jeux Olympiques qui arrivent l'an prochain. D'ailleurs, est-ce que c'est le calendrier qui pose problème par rapport à ça? Oui, et il a parfaitement raison de dire ça, parce que faire des champions du monde au mois d'octobre, c'est très long. Il faut savoir que la saison est très longue. Et pour vous donner un exemple, la saison pour certains a commencé très tôt sur la programmation. Ça dit qu'il y a les compétitions en hiver, donc qui commencent pour certains en janvier et qui s'arrêtent en mars. Et ils ont entre-temps un cycle de préparation pour repartir. Et après, il y a les compétitions. Et ça, c'est très long. Donc tenir, parce que pour un entraîneur, c'est hyper difficile de faire. Ça, je peux vous dire que ça a été un gros problème de tous les entraîneurs d'ailleurs, de faire une programmation pour octobre. C'est-à-dire qu'il fallait passer sur certaines choses. C'est-à-dire que ne pas faire certaines compétitions. Certains ont privilégié, si je donne l'exemple, par exemple, cette année, les Africains avaient les Jeux africains. Oui, à Rabat. Voilà, à Rabat. Et donc certains ne sont pas venus à Rabat. Tout simplement parce qu'il fallait sur la programmation, s'ils voulaient faire des résultats au championnat du monde, c'est de changer ou bien venir à Rabat, mais ne pas chercher à être performant. Je donnerai l'exemple de Talou. Les gens se sont posé des questions. Pourquoi Talou n'était pas en forme, n'a pas gagné les 200 mètres par exemple à Rabat, alors qu'elle a été performante après au championnat du monde. D'ailleurs, elle ne s'est même plus alignée sur le 200 mètres après. Peut-être c'était de la fatigue. Oui, aussi. Mais ce n'était pas seulement de la fatigue, c'est une programmation. Ça dit que c'était trop tard dans la saison. Les championnats du monde, c'était très tard, sans parler de toutes les conditions qu'il y avait, les conditions climatiques, ça qui a causé beaucoup de problèmes. Pourtant, on dit que les Africains ont l'habitude de la chaleur, mais ça, c'est autre chose. Harold, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Absolument. Par rapport à l'année qui vient de passer, c'est tout ce qui est pic de forme. Pour les entraîneurs, c'est super complexe. Ça veut dire que lors d'une saison entière, il y a pas mal d'étapes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, les championnats de France chez nous. Il peut y avoir les Jeux africains comme on peut avoir l'ensemble de ces athlètes. Et derrière, rester en forme sans qu'il y ait de compétition pour pouvoir être performant au championnat du monde. À ma connaissance, c'est inédit. C'est-à-dire que il n'y a pas eu beaucoup d'années durant lesquelles les championnats du monde ont été aussi tard. Et derrière, c'est ce qui, je pense, peut expliquer des contre-performances, entre guillemets. Mais c'est même trop fort de dire ça. D'accord. Alors, sur les 20 pays africains engagés, seuls 9
ont vu leur nom inscrit sur le tableau des médailles. Bon, on va les citer pour leur faire plaisir. Le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda, l'Algérie, le Burkina Faso, avec Hugues Zango, que vous connaissez très bien, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Alors, dites-moi, Amadou, d'après vous, pourquoi ça marche dans ces pays et pas dans d'autres? On a oublié le Maroc. Et le Maroc, oui. Le Maroc qui a fait 3e au 3 styles. Mais ça marque tout simplement, comme je dis, mais sur ces 9 pays, comme je disais tout à l'heure, on regarde, il y a des pays où il y a eu beaucoup plus de médailles que d'autres. Le Burkina Faso, dont Yves c'est le seul médaillé du Burkina, c'est parce qu'il a la chance d'être en France, d'être dans un bon groupe. En France, on sait qu'il y a une grosse équipe de triple saut. Après, Marijo Talou, la Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est une médaille. En fait, voilà, il y a certains pays où il y a une médaille, voilà. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais ces pays-là, je mettrais aussi les problématiques qu'il y a. Pourquoi il n'y a que 9? Les problématiques, c'est que tout simplement, c'est politique, mais c'est structurel aussi. C'est parce qu'au Sénégal, par exemple, je prends au Sénégal, qui est mon pays, où je sais que de mon temps, on avait beaucoup de sélectionnés, on avait beaucoup de médaillés, on a même eu un vice-champion olympique sénégalais, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais parce que tout simplement, il y a un problème politique, il y a un problème aussi de structure. Il n'y a plus de structure. Tous ces pays-là, je dis, pour revenir sur votre question, les médaillés, c'est que si on regarde, la majeure partie ne vivent pas dans leur pays. Oui, ce sont des experts. Voilà, ne vivent pas dans leur pays. Mais si on revient sur le pays même, c'est beaucoup plus compliqué. Si je reviens comme sur l'exemple du Sénégal, il n'y a plus de structure. Il n'y a qu'un seul stade qui fonctionne réellement. Et aujourd'hui, l'état de la piste n'est plus aux normes, mais c'est le stade Léopold Senghor. Où effectivement, c'est là où on organisait les grandes compétitions, mais la piste est en train de mourir parce qu'il y a le foot, il y a les combats de lutte, il y a tous les sports qu'on organise là. Et que donc, il y a, dans les régions, il y a des stades, où les Chinois, effectivement, ont fait des pistes, mais il n'y a pas de matériel. Donc, s'il y a une piste, il n'y a rien du tout. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose, comme je disais, c'était l'exemple que je donnais, c'est politique. C'est-à-dire que si nos politiques avaient une vision, il y avait une politique sportive, je crois qu'on aurait pu s'en sortir et ne plus dépendre des autres. Et même les gens ne laissent même plus partir. Mais j'y reviendrai parce que nous, en tant qu'anciens athlètes sénégalais, on vient de créer une association. On va en parler, on va en parler bien plus longtemps. De ça. Et donc, je pense que c'est ça le gros problème. C'est un problème de structure et un problème de politique sportive. Harold, je vais revenir sur un point qu'Amadou disait. Est-ce que vous avez vraiment l'impression, quand vous discutez avec vos compars athlètes africains, que vraiment l'athlétisme est le parent pauvre des sports en Afrique ? Sur une ligne de départ ou sur une start list ou même lors de la compétition, on fait abstraction de ces paramètres-là. Après, c'est lors des échanges qu'on a avec les athlètes avant ou après le meeting qui justement nous informent sur certains sujets et certains problèmes en soi. C'est-à-dire que les infrastructures sont maigres, voire pauvres, et ils ont vraiment moyen de travailler lorsqu'ils sont en stage à l'étranger. Et c'est la plus grosse chance qu'ils ont. Parce que sans ça, ils s'entraînent dans des conditions beaucoup trop précaires. C'est-à-dire qu'un Hugues Fabrice qui a commencé très tard, par exemple l'athlétisme, s'il ne s'entraîne pas au pôle dans lequel il était juste avant d'arriver aujourd'hui avec Teddy Tamgo, notamment à l'INSEP et à Reims, ça aurait été bien plus complexe pour lui de franchir le cap qu'il a eu. Il a eu une progression il a battu son record de presque 60 cm sur une année, c'est énorme. Et c'est dû notamment au coaching, évidemment, à l'aspect psychologique, mais également aux infrastructures, ce qui est beaucoup trop maigre au Burkina Faso. C'est le seul athlète qui pouvait remporter une médaille par rapport à la délégation qui était présentée. Après, aux Jeux africains, ils ont présenté une très belle équipe avec de très belles finales et de très belles places qu'ils ont réalisées. Maintenant, ils n'ont pas tous la chance d'Hugues Fabrice. On avait une discussion en off, on ne va pas trahir nos spectateurs, sur l'aspect psychologique des athlètes. Dites-nous un peu, comment vous travaillez tout cela ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure en off, c'est important. Les Africains ne croient pas en ça. Ne croient pas qu'il faut faire appel à soit un préparateur mental, soit un psychologue pour pouvoir travailler avec les athlètes. Mais ici, effectivement, en Europe, c'est fréquent, donc c'est culturel, ça fait partie. Et il ne faut pas non plus daigner prendre des choses qui sont bien.
C'est-à-dire qu'on n'a pas le monopole du savoir. Et moi, effectivement, j'ai eu ce cas-là avec une de mes athlètes, une Togolaise, qui a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, parce que je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à trouver, malgré toute ma bonne volonté, malgré toutes les techniques que j'apportais, l'apport, parce que ça me prenait beaucoup de temps, et ça ne marchait pas. Et effectivement, après avoir discuté avec son DTN, où j'ai vu effectivement qu'il était... Mais je lui avais déjà parlé. Il m'avait dit non, elle m'avait dit non. Sauf que là, j'insiste et puis je lui ai fait comprendre, et c'est ce qui va se faire, qu'on puisse travailler avec un psychologue qui pourra lui permettre peut-être d'ouvrir des clés. Et moi, ça sera plus facile pour moi de travailler. Et donc, effectivement, en Afrique, on n'y croit pas. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, est-ce que les psys, ça marche en Afrique? Non, ça ne marche pas. On va trouver autre chose. Mais oui, il faut ne pas se dire seulement, on a ça et on ne connaît pas ça, on ne va pas y aller. Il faut regarder à tout. Et si on regarde bien certains de nos athlètes qui sont aux États-Unis ou bien en Europe, ils utilisent ce système parce que l'entraînement, c'est un tout. L'entraînement, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement travailler, mais c'est un tout. Il y a une équipe tout autour. Et on doit travailler. Aujourd'hui, l'entraîneur ne travaille pas seul. L'entraîneur travaille avec beaucoup de personnes. Et ça, il faut que les gens sachent que aujourd'hui, c'est comme ça. Le haut niveau, une seule personne ne peut pas détenir tout. Ce n'est pas possible. Surtout quand on a un groupe, parce que les gens ne sont pas faits pareillement. Et donc, il faut travailler. Il faut échanger et travailler avec d'autres professionnels. Donc, c'est une équipe. Harold, vous vous retrouvez dans ce discours? Totalement, parce que moi, si vous voulez, justement, moi, j'ai fait appel à un préparateur mental. Je travaille avec lui depuis 3 ans maintenant. Et l'idée, c'est que Amadou est très bon là-dedans. Pourquoi? Parce que tous les coachs ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui, sans avoir prétention d'avoir le monopole du savoir, n'auront pas forcément la facilité à aller chercher plus loin que les connaissances qu'ils ont, ou même aller penser que leur athlète ne progresse pas pour des raisons X ou Y. Et le fait de pouvoir justement juste penser l'idée et orienter l'athlète vers justement ce moyen, parce que c'est un moyen, ça fait partie de l'ensemble des moyens dont on dispose tout autour de nous. Ça peut faire partie de la récupération, je peux associer ça à plein de trucs, la nutrition, la gestion du stress qui est justement conduit par les préparateurs mentaux. Et c'est un plus, c'est-à-dire qu'évidemment on peut s'en passer, il y en a qui s'en sortent très bien, mais en faire abstraction alors que ça peut être une possibilité, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est vrai qu'en Afrique, on privilégie des aspects un peu plus métaphysiques, si vous voulez, ou mystiques. Et c'est vrai que après, il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. J'ai idée que dans des pays d'Europe de l'Est, des fois, même dans les Caraïbes. Ouais, par exemple, mais dans des pays d'Europe de l'Est, c'est le coach qui a raison. L'athlète fait seulement. Il y a un programme, il faut qu'il soit respecté. S'il n'y a pas de progression, c'est l'athlète qui endort. Après, ils fonctionnent comme ils veulent, mais pour moi, c'est un plus. Et je pense que pas mal d'athlètes devraient solliciter. Aujourd'hui, Amadou, beaucoup d'athlètes, on le voit, se font naturaliser. Oui. On va prendre par exemple l'exemple de Madeleine Auté, qui avait commencé en Jamaïque et qui a fini slovène. Oui. Est-ce que l'I2AF doit changer ses règles? Bonne question, parce que le problème de naturalisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Et pourquoi l'athlète change de nationalité? Parce que s'il arrive à un niveau où il n'est pas aidé, il n'est pas accompagné, ça revient à ce que je disais, s'il n'y a pas une bonne politique dans son pays pour accompagner les champions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, l'athlète après peut hésiter, peut changer. C'est-à-dire que moi je connais certains qui sont viscéralement nationalistes, ils disent je ne changerai pas de nationalité. Il y en a d'autres qui disent mais non, pour pouvoir progresser, effectivement, il faut que je change, pourvu qu'ils soient sollicités. Il y a certaines nationalités, je donne les gens par exemple qui ont pris la nationalité en France, parce que j'en connais beaucoup, je connais notamment sur le Sénégal, on a eu quelques-uns, ils étaient déjà ici. Ils s'entraînent avec l'équipe nationale, avec l'équipe de France, ils sont avec tout le monde, et que donc peut-être c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils sont déjà intégrés. Et qu'à un certain moment, voyant qu'ils peuvent passer un niveau ou bien être au même niveau que leurs camarades d'entraînement qui sont aidés, qui ont tout ce qu'il faut et qu'ils demandent à son pays et qu'ils sollicitent et qu'il n'y a rien du tout, qu'il est obligé de se galérer pour pouvoir trouver certaines choses, je peux comprendre qu'à ce moment-là, oui, que les gens peuvent être tentés. Et c'est plus souvent. Et puis il y a d'autres personnes qui automatiquement vont changer. Si on voit bien certains pays aujourd'hui, le Qatar l'a fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont partis au Qatar, c'est pour sortir de la misère
Donc, il voulait sortir de la misère pour y aller, et que donc ça c'est autre chose. Donc eux, ils ne vous regardent plus. Ça n'empêche pas qu'ils n'ont plus, qu'ils ne pensent pas à leur nationalité. C'est-à-dire que même s'ils ont une nationalité, ils pensent toujours à leur pays. C'est-à-dire que le but, c'est quand ils vont prendre quelque part, c'est pour ramener dans leur famille, dans leur pays. Donc c'est ça. Et maintenant que l'IAF puisse voir ça, c'est trop facile pour moi que les pays, notamment les pays africains, qui disent oui, mais on est contre ça. Mais il faut faire quelque chose pour que ça ne bouge pas. Si vous faites quelque chose, si vous mettez tous les moyens pour que l'athlète ne change pas de nationalité, là oui, mais vous ne faites rien du tout pour l'athlète se décarcasse pour trouver des moyens, fait certaines choses, n'a pas de bourse, n'a rien du tout, et que se débrouille, et que c'est même là, le pays là où il est, on lui donne plus de moyens pour qu'il puisse travailler, parce que moi j'ai vu ça, hein. J'ai vu des athlètes sénégalais qui étaient en Europe, donc ils accompagnaient, c'est la fédération française qui payait leur stage parce qu'ils étaient dans un groupe d'entraînement où l'équipe de France partait, et que voilà, donc il y a des choses qui se faisaient. Ça, si le pays ne fait rien, il y a des pays qui peuvent se décarcasser pour essayer de trouver des choses. Mais si tu ne fais rien du tout, tu attends seulement à récupérer les résultats, non, c'est trop facile. Donc effectivement, je ne suis pas pour que les gens changent de nationalité. Mais s'ils n'ont pas les moyens, s'ils n'ont rien du tout et qu'ils sont frustrés et qu'ils ne peuvent pas décoller, qu'ils ne peuvent pas être comme Yves, je reviens sur le cas de Yves. De Hugues, excuse-moi, oui, c'est Hugues. S'il n'était pas en Europe, s'il n'avait pas tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y avait autour, et peut-être que son pays aujourd'hui l'aide, je ne sais pas. Mais donc c'est pour ça d'ailleurs, ça lui donne la possibilité de pouvoir progresser. Et que s'il n'avait pas tout ça, je ne pense pas qu'il aurait fait ce qu'il fait aujourd'hui. Hein. Donc maintenant, peut-être que son pays, s'il reste pour le Burkina, parce que tous les gens sont des patriotes en fait. On ne change pas de nationalité par plaisir. Ça dit que si on change de nationalité, c'est parce qu'on n'en peut plus. Donc ça, c'est important. Voilà, ce que je voulais dire, je ne suis pas pour, mais il faut voir dans quel état et dans quelles conditions l'athlète se prépare. Vous vivez aussi vous vivez sportivement avec des athlètes africains. Comment se passe la cohabitation ? Super bien, parce que je vais parler de Fabrice évidemment, parce que c'est celui que je croise le plus souvent, notamment lors des compétitions. Ça se passe super bien, et ça date pas d'aujourd'hui, parce qu'on a pas mal d'athlètes qui représentent des pays africains. On a eu des Camerounais au triple saut, on a eu un peu de tout, et même à l'INSEP par exemple, dans l'endroit dans lequel je m'entraîne, donc l'Institut National des Sports, il y a pas mal de pays qui sont représentés, que ce soit l'Afrique ou d'autres pays, c'est-à-dire l'Angleterre ou autres. Pas mal d'athlètes commis, et franchement pour le coup je pense que c'est un plus pour eux comme pour nous. C'est-à-dire que ça nous apporte culturellement des connaissances sur leur manière de s'entraîner dans leur pays, ce qui est positif, ce qui ne l'est pas. Et derrière, nous, on peut justement s'accorder à travailler différemment et voir mieux. C'est-à-dire qu'eux nous rapportent leur expertise, en quelque sorte, sur leurs conditions d'entraînement. Et nous, on partage la nôtre. Et pour le coup, je pense que ça fait progresser tout le monde. Et moi, je trouve que c'est un plus, justement, que ce ne soit pas une frontière, qu'il n'y ait pas de frontière forcément de pays qui limiterait, par exemple, la possibilité de s'entraîner à un endroit ou à un autre. Je trouve que c'est même dommage. Et c'est justement, nous on s'enrichit via ça par rapport au stage. On essaie d'organiser un maximum de stages dans l'année. Généralement, c'est 2. De manière à pouvoir échanger, changer d'air, entre guillemets aussi, mais pouvoir partager avec d'autres pays. C'est-à-dire voir ses concurrents dans des conditions d'entraînement. Et je trouve que c'est relativement sain et positif pour tout le monde. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à dire à un jeune pour l'attirer vers l'athlétisme, que lui direz-vous ? Que c'est le sport le plus complet, c'est-à-dire qu'il trouvera forcément sa discipline, tant il y en a, et que, par exemple, je vais utiliser mon exemple, j'aime pas trop faire ça, mais je vais utiliser mon exemple. Il n'y a pas forcément d'âge pour commencer l'athlétisme. J'ai commencé entre 18 et 19 ans. Aujourd'hui, j'ai la fierté d'avoir 4 titres de champion de France. J'ai évidemment travaillé pour ça, mais il n'est pas trop tard pour commencer l'athlétisme. Évidemment, commencer jeune, c'est toujours plus plaisant parce qu'on a la possibilité de découvrir un maximum de disciplines. Mais pour le coup, je pense que c'est le sport roi. Et vous, Amadou ? Avant de répondre à votre question, je voulais juste revenir sur ce qu'il vient de dire sur la cohabitation. Et puis, j'ai oublié de vous donner l'exemple, moi en tout cas, de ma génération, quand on a commencé, quand on est arrivé en France, parce qu'on est arrivé en France pour préparer les Jeux de Séoul. Non, d'abord, il y avait Atlanta, les Jeux en 84. Donc, il y avait les Jeux d'Atlanta à Los Angeles. Et après, donc, nous, on est resté sur Séoul. Mais on était à l'INSEP.
qu'il connaît bien, à l'Institut national de sport, donc, où on était avec l'équipe de France, on s'entraînait avec tous les athlètes de l'équipe de France. Moi, nous, dans notre groupe d'entraînement, c'était Jacques-Pierre Santa qui était notre entraîneur, il y avait Stéphane Caristan, il y avait Monique Evangépé, il y avait Patricia Gérard, il y avait que des meilleurs qui étaient en équipe de France. Et nous, on était dans ce groupe d'entraînement, mais tout simplement parce qu'on était avec notre pays, le Sénégal, nous avait octroyé des bourses. Oui, les bourses olympiques, les fameuses bourses. On avait 2 bourses, c'est-à-dire que je me rappelle l'argent, hein. Oui, je me rappelle parce que non, justement je dis que mais c'est une politique parce que nous on avait un président de la République, Abdou Diouf, qui est devenu président après le secrétaire général de la francophonie. Voilà. Oui. Et donc Abdou Diouf nous avait octroyé des bourses du Sénégal. C'était pas beaucoup, des bourses nationales, c'était pas beaucoup, mais il nous avait confié à son frère qui était au consulat, qui était notre tuteur. Et donc, il nous permettait, on avait tout ce qu'on voulait, en fait, on pouvait, et là, ça nous permettait, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait nos clubs qui nous aidaient, parce qu'on était à l'US Créteil, et que donc, on avait des aides du club, et donc, ça nous permettait d'être bien, de se sentir bien, de se préparer. Et donc, c'est ce qui a fait que, pas avant moi, d'ailleurs, il y avait Amadou Diaba, qui était à l'INSEP aussi, donc, qui était aidé. Il y avait une grosse communauté de Sénégalais, des athlètes sénégalais qui étaient là, qui ont été aux Jeux Olympiques plusieurs fois, qui ont été plusieurs fois champions d'Afrique, parce qu'on nous donnait les moyens. C'est-à-dire que le président voulait que ça se passe, donc c'était facile. Et pour ne pas, on ne pensait même pas prendre de la nationalité française. En fait, nous, on était considérés comme des Français. L'entraîneur nous amenait partout. On faisait tous les stages, on se préparait dans les meilleures conditions. Donc là, il n'y avait pas de souci. Mais la seule chose, c'est qu'au moment où on allait en compétition aux championnats du monde, nous, c'était pour le Sénégal et pour la France. Mais le survêt n'était pas de la même couleur. Voilà, mais on était tous ensemble, on échangeait tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que ça n'existe plus et tous les athlètes qui sont venus après, c'était soit par leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils sont partis de façon bizarre, qui fait qu'ils arrivent, ils n'ont pas de papier, c'est galère, il faut trouver, c'est hyper compliqué. Il n'y a plus une organisation qui existait avant. Et donc, moi, si aujourd'hui, pour revenir à votre question, l'athlétisme, c'est un sport qui forme. Ce n'est pas pour rien que l'athlétisme est le premier sport olympique. Parce qu'on a des valeurs. On n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme le foot, on n'est pas comme le basket, on n'est pas... Même, il y a des choses qu'on va prendre. Aujourd'hui, un basketteur a besoin d'un athlète sur sa préparation. C'est-à-dire qu'on est la base sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a des connaissances sur la préparation qu'on a, sur l'être humain, parce que, comme je disais, on est sur la programmation. La programmation de l'être humain, c'est hyper compliqué. Et donc, ça, c'est important. Et tu es face à plein de choses. Et pour moi, c'est tellement... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un gamin, si aujourd'hui je dis, mais va faire de l'athlétisme, mais dans de bonnes conditions. Il faut trouver la bonne personne pour t'accompagner. Si tu ne trouves pas la bonne personne, tu peux être dégoûté et tu peux passer à côté. Et ça, c'est la base. Il faut donner aux jeunes la chance de tomber sur des bonnes personnes. Et pour ça, on reviendra peut-être sur la formation. Parce qu'il y a la formation, il y a la structure, il y a beaucoup de choses. Parce que la formation, c'est important. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis entraîneur à Rouen, mais ce n'est pas parce que je me suis dit que j'étais à de haut niveau, j'ai eu des titres, j'ai ceci. Non, je me suis formé. Et j'ai eu la chance, effectivement. J'ai passé les diplômes, mais j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs athlètes, les meilleurs entraîneurs en France. Jacques-Pierre Santa, c'est une référence. Justement, Jacques-Pierre Santa, c'est une référence. Fernand Tobi, c'est une référence. Et il y a un autre entraîneur sénégalais qui a beaucoup appris, que tu dois connaître, qui est Doudou Ndiaye. Doudou. Et Doudou, qui était à Montreuil, qui a beaucoup appris et qui a été aussi à l'école ici. Et que donc, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté. Et il y avait, pour ne pas aussi, il y avait aussi Michel Dash, l'entraîneur de Bruno Marie-Rose, avec qui j'étais. Donc j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes-là et de me faire après ma sauce. Mais ça me permet de pouvoir entraîner et les athlètes ne sont pas faits pareillement. C'est-à-dire que chaque athlète a sa spécificité. Il faut pouvoir travailler et essayer de trouver le meilleur, de tirer le meilleur de lui pour lui permettre de rayonner. Voilà. Très bien, messieurs. Alors, Amadou Harold, vous allez rester avec moi. Et nous allons partir au Niger, à Niamey, avec ce super reportage de Abdoulaziz Mahamadou qui nous amène au cœur de l'athlétisme nigérien. Regardez. Une équipe, dirais-je, jeune,
qui est là pour relancer l'athlétisme nigérien. L'athlétisme au Niger aujourd'hui, c'est comme toutes les disciplines, son premier problème c'est un problème de sponsor. Donc on n'a pas de sponsor. Et le deuxième problème c'est un problème d'organisation au niveau de la relève. On va lancer une sélection. Dans la sélection, si tu as qualifié, tu vas partir. Vous savez, à notre temps, l'athlétisme était ce qu'il était. C'est-à-dire que les gens se donnaient, il y avait des jeunes qui se donnaient pour l'athlétisme et non pas pour autre chose. Actuellement, l'athlétisme nigérien, effectivement, ça prend quelque part de l'envol. Mais les jeunes qui sont là, maintenant, ils ne travaillent que seulement pour un but. Ils veulent de l'argent. Parce que grâce à nos coachs là, on arrive petit à petit à améliorer dans nos progrès. Niamey, capitale du Niger, ville peuplée d'1 million d'habitants, connue pour ses ronds-points et sa grande mosquée, s'apprête à vivre une révolution sportive. À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo l'été prochain, pour la première fois, les qualifications des athlètes nigériens se feront sur la piste et non plus à travers l'obtention d'une wildcard. Arrivé en février 2017, le nouveau bureau de la Fédération nationale d'athlétisme s'est donné comme mission de changer la donne en arrachant une qualification historique au minima pour ces Olympiades. En ce moment, nous avons une équipe qui veut travailler. Il veut travailler, il lui manque seulement les moyens pour travailler. Parce que, si tu vois dans la fédération nigérienne, c'est ils sont presque tous des anciens athlètes. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience hier et aussi il y a une détermination du travail. Il faut que maintenant, il manque le moyen. Il faut un moyen, il faut qu'on mette à leur disposition des moyens pour que franchement nous soyons à hauteur internationale, d'abord à hauteur de la sous-région et à hauteur internationale. Dans la sous-région, en réalité, je sais que nous sommes encore dans le lot. C'est vrai, dans la sous-région, à d'autres, nous ne pouvons pas se vanter de dire que nous avons des internationaux. Nous avons quelques internationaux, par la grâce de Dieu, qui commencent à émerger, tels que Amina Seini et puis Zarmé qui font le 400. Et maintenant, ça va un peu. Peut-être qu'avec ces gens-là qui ont pu décoller du lot, peut-être que les autres vont suivre. En collaboration avec la direction technique nationale, les entraîneurs des 8 régions qui composent le pays doivent se former et véhiculer les instructions de la fédération. Au niveau des fédérations, ils sont en train de faire des efforts, notamment au niveau de cette fédération. Il faudrait à ce niveau que l'État puisse mettre un certain nombre de moyens à travers les différents textes tel qu'il a été prévu par le texte 2014-302 qui institue la Commission nationale du sport de haut niveau. Donc c'est ce genre de choses qu'il faudrait, même si à la base nous n'avons pas encore assez de moyens pour faire face à ce défi, nous pouvons avec ce genre d'initiative quand même conserver le pays que nous avons pour qu'on puisse évoluer à un niveau international. Et les résultats n'ont pas tardé à tomber. Déjà, sur le plan minima, on a déjà une athlète nommée Amina Seini qui fait les 400, qui a déjà son minima pour ces Jeux. Donc le reste du groupe, avec la technique, le staff technique, on va essayer de
de mettre un système en place pour que nous puissions vraiment honorer notre pays aux différents Jeux à venir. Les athlètes nigériens les plus performants disposent désormais d'une bourse, ce qui permet aux athlètes de participer régulièrement aux compétitions sous-régionales, continentales et mondiales. Souvent relayé au second plan par la presse sportive du pays, l'athlétisme nigérien est en train de bouger les lignes et suscite de plus en plus l'intérêt des plus gros titres nationaux. Un succès qui n'échappe pas à la fédération qui ne cesse d'afficher ses ambitions. En 2016, le Niger était aux Jeux olympiques juste par universalité. Et aujourd'hui, nous avons eu des athlètes qui ont réalisé leur propre minima. Donc, ce n'était pas une invitation parce que le Niger doit être présent, mais c'est une participation pour espérer des résultats et peut-être même des médailles. Et la plus grande chance de médaille se porte sur cette jeune athlète, Amina Sieni. Âgée de 22 ans, la spécialiste du 400 mètres pourrait bien être la grande sensation sur le tour de piste à Tokyo. Mais en attendant les JO, Amina Sieni s'entraîne dur. Avant les mondiaux d'athlétisme de Doha, elle est rentrée chez elle, à Niamey, pour les derniers réglages de sa préparation. Sous une chaleur écrasante, Amina Sieni enchaîne les exercices afin de ne pas faire pâle figure lors de la grande échéance. Bonne chance et bon courage. Je le prépare parce que les Jeux olympiques c'est presque un an, ça reste un an. On les prépare bien parce qu'il faut le préparer dès maintenant, pas avant que 2 mois ou 3 mois avant d'aller aux Jeux olympiques pour le préparer. Mais on le prépare bien quand même ici. J'espère que ça va aller. Pour son coach, Amina a toutes les capacités pour performer lors des Jeux olympiques à Tokyo. Les Jeux 2020, au moins qu'on puisse accéder à une des finales. Amina Sieni joue aujourd'hui d'une grande reconnaissance nationale, comme nous l'explique le journaliste nigérien Abdelmalik Koudizé. Déjà, en tant que sportive, c'est déjà une ambassadrice. Elle porte le drapeau nigérien partout où besoin sera. Et je crois que pour le moment, elle le fait très bien. Avec ses performances, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et avec ce qu'elle réalise, c'est vraiment l'ambassadrice tant recherchée. Cependant, le rêve olympique d'Amina Sieni pourrait bien se heurter aux nouvelles réglementations de la Fédération internationale d'athlétisme. Pourquoi ? L'athlète présente un taux de testostérone élevé pour une athlète féminine. Amina Sieni souffre d'hyperandrogénie, une pathologie méconnue au Niger qui est sans rappeler le cas de la Sud-Africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres. Déjà, il faut parler de cette maladie ou de ce cas-là, parler de Caster Semenya, où lorsque son cas a déclenché la chronique en 2018, il y a une espèce d'ignorance, de méconnaissance des textes qui, en guillemets, se sont voulus appliquer à Amina au Niger, parce que selon certains, avant que les textes ne viennent à elle, à son cas particulièrement, il y en a qui ont voulu, qui l'ont compris autrement et ont voulu stopper la fille à la pratique de ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire faire son athlétisme. Nous nous rendons à Paris, auprès du cabinet du docteur Emmanuel Lecornet-Sokol, endocrinologue, afin d'en savoir plus sur cette pathologie. L'hyperandrogénie, c'est un excès d'hormones masculines. Alors, pour rester simple,
Les hommes fabriquent beaucoup d'hormones masculines et ont un petit peu d'hormones féminines. Et les femmes fabriquent beaucoup d'hormones féminines et elles ont toutes aussi un petit peu d'hormones masculines. C'est comme ça, c'est ce qui nous sert à fonctionner. D'où viennent ces hormones? Elles viennent de 2 organes. Le premier, c'est les ovaires, donc qui sont bien connus. Et puis le deuxième, des glandes surrénales, qui sont des petites glandes situées au-dessus des reins. Dans ces cas-là, la plupart du temps, la cause est liée à un dysfonctionnement des ovaires qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Alors pourquoi on a ce syndrome? C'est pas grave, c'est 10% des femmes qui est touchée par ça, donc c'est très très fréquent. Et ça vient du fait que dans les ovaires, il y a trop de follicules qui se mettent à grandir et c'est à cause de ça qu'il y a cet excès d'hormones masculines. Mais comment se manifeste cette pathologie? En général, on considère, alors c'est des chiffres, c'est un chiffre très général que je vais vous donner là. Donc le taux, ce qu'on regarde en premier, c'est le taux de testostérone. On considère qu'un taux en dessous de 1 nanogramme par millilitre est normal. Et au-dessus de 2, le plus souvent, c'est qu'il y a vraiment une maladie. L'I2AF estime que les athlètes hyperandrogènes, dont fait partie Amina Sieni, ont un avantage physiologique considéré comme injuste sur les autres athlètes. En vue des mondiaux d'athlétisme qui ont eu lieu à Doha en octobre 2019, la Fédération mondiale d'athlétisme a imposé de nouvelles règles aux athlètes hyperandrogènes. Pour se présenter sur les distances au-delà du 400 mètres, elles devront prendre un traitement hormonal afin d'abaisser leur taux de testostérone. Pour ces mondiaux, Amina Sieni a refusé de prendre ce traitement. Bien qu'elle ait signé la 3e meilleure performance mondiale sur 400 mètres, la Nigérienne a dû renoncer à sa distance de prédilection et s'est alignée sur le 200 mètres où elle s'est vue éliminée aux portes de la finale. Après, certaines femmes, si elles ont des taux trop élevés d'androgènes, peuvent nécessiter des traitements qui sont à base d'hormones, comme certaines pilules ou un médicament qu'on appelle l'acétate de cyproterone, qui est très connu sous le nom d'Androcur par exemple. Effectivement, oui, ces médicaments peuvent entraîner des risques et nécessitent d'être pris uniquement sous surveillance médicale. Les risques, ils peuvent entraîner par exemple des phlébites, ils peuvent entraîner des problèmes de foie et de manière assez rare, mais maintenant assez connue, lorsqu'on les prend très longtemps et à forte dose, ça augmente le risque de tumeurs cérébrales qu'on appelle des méningiomes qui sont bénins. Ce traitement hormonal, une alternative qui ne convainc pas du tout l'Association mondiale médicale. Nous pensons qu'il est extrêmement grave que les réglementations sportives internationales demandent aux médecins de prescrire des médicaments à action hormonale aux sportifs afin de réduire les conditions normales dans leur corps. Sur ce point, la décision de l'Association mondiale médicale est sans appel. Il est tout à fait normal d'être hyperandrogène et il n'y a rien de pathologique dans la situation de cet athlète. En tant que médecin, rien ne m'oblige à administrer ces médicaments et nous exhortons instamment nos collègues à s'abstenir de donner des médicaments hormonaux aux athlètes simplement à cause des exigences réglementaires. L'Indienne Dutee Chand, la Sud-Africaine Caster Semenya, la Burundaise Francine Nyonsaba, la Kenyane Margaret Wambui et Amina Sieni sont les athlètes qui sont constamment sur le radar de l'I2AF. Une situation dont la plupart des observateurs jugent discriminante. L'I2AF dit avoir trouvé une relation entre la performance et une valeur élevée de testostérone dans le saut à la perche, le lancer de marteau, le 400 mètres, le 800 mètres et le 400 mètres haies. Sauf que dans le règlement, on met juste le 400 mètres et le 800 mètres et on ajoute, tiens, le 1500 mètres. Exit perche, marteau et haie, puisqu'il y a aussi, nous dit-on, une histoire de taux d'hémoglobine associée à la testostérone. Mais d'où sort maintenant l'hémoglobine ? Après, une chose est sûre, c'est étonnant, mais ça ne touche que des athlètes d'une partie du monde. Je n'ai pas envie de citer un continent, mais il y a, si vous voulez, 2 poids 2 mesures par rapport à ces règlements-là.
j'ai cité Caster qui explose tous les compteurs sur sa discipline. Amina qui n'a commencé qu'en 2014 et qui aujourd'hui affole les compteurs sur 400 mètres en un an pratiquement, entre 2018 et 2019. Vous allez me demander, mais j'ai envie de vous dire que d'accord, on va vers une modification, mais il faut déjà se dire que ce sont des prédispositions naturelles. Amina n'est pas hyper androgénie parce qu'elle a voulu, mais parce qu'elle est née ainsi. Est-ce que, à cause de la pratique sportive, de ce qu'elle aime faire, on va l'amener à quitter son champ naturel pour se retrouver un peu dans la modification des gènes? Une situation pesante et contre nature pour Amina Sieni et ses athlètes hyper androgènes. Déjà, je veux dire qu'il y a l'envie de son côté, l'envie et cette détermination de réussir dans ce qu'elle fait, ce qu'elle aime faire le plus, l'athlétisme. Déjà, c'est peut-être une question de passion. Et là, elle tenait coûte que coûte à participer à ces mondiaux-là. Après, prendre un traitement, je l'ai écouté en zone mixte après sa série sur les 200. Elle dit oui, qu'elle va voir avec son manager. Ça veut dire qu'elle est prête à suivre ce traitement. Mais l'interrogation est là. L'I2AF le permet, mais est-ce que scientifiquement ça ne va pas engendrer une modification génétique? Nous moi je fais mon devoir avec les autres. Bon, maintenant on va faire tout notre possible que je fais pour que je remporte. Même si c'est une médaille d'argent, à Jeux olympiques ou une médaille d'or. Si Amina Sieni est prête à se soumettre à la Fédération mondiale d'athlétisme et à prendre ce traitement hormonal, d'autres y sont totalement opposés, comme Caster Semenya. L'I2AF m'a utilisé comme un rat de laboratoire dans le passé pour expérimenter la façon dont le traitement qu'il voulait me faire prendre abaisserait mon niveau de testostérone. Bien que ce traitement hormonal m'ait fait me sentir malade de façon constante, l'I2AF veut maintenant l'imposer à un degré encore plus élevé sans connaître les éventuels effets secondaires. Je n'autoriserai pas l'I2AF à m'utiliser, moi et mon corps, une nouvelle fois. Début d'année 2019, soutenu par le gouvernement sud-africain et le Conseil des droits des Nations Unies, Semenya pose un recours pour discrimination auprès du tribunal arbitral du sport. Mais le TAS donne raison à l'I2AF et autorise sous condition le dosage de testostérone. Si les autorités internationales ne veulent pas de femmes dans le sport, il faut qu'elles le disent, qu'elles ne viennent pas avec leurs inepties et de taux de testostérone anormal. Elles ne catégorisent pas les athlètes masculins, ne disent pas « Oh, cet homme a trop de testostérone » ou des jambes trop longues. Elles disent plutôt « Waouh, cet athlète est phénoménal, il est le plus talentueux que nous n'ayons jamais vu ». Et si une femme a les mêmes performances, ils vont dire « Ah non, elle doit avoir un avantage quelconque ». Je ne vais pas vous mentir, ce genre de discours me rend folle. Caster Semenya renonce ainsi aux mondiaux de Doha et attaque l'I2AF à la Cour suprême suisse. Fer de lance de l'athlétisme nigérien, Amina Sieni amène sous sa houlette une génération d'athlètes très talentueux. Une discipline qui attire de plus en plus de jeunes très ambitieux, en quête de nouvelles médailles et de prouesses sportives sur toute l'étendue du globe. Oui, je pratique le saut en longueur. J'ai commencé ça l'année surpassée et ça va bien. Pour un bon début déjà, j'ai pu faire une performance qui m'a un peu plu. Parce que grâce à nos coachs là, on arrive à petit à améliorer dans nos progrès. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Cette devise olympique, les entraîneurs nigériens ne cessent de l'appliquer à leurs poulains, et ce, malgré les difficultés rencontrées. Depuis notre arrivée, vous avez vu, on avait essayé d'amener un certain nombre de changements. Je ne vais pas peut-être passer par quatre chemins pour le dire.
Si vous vous rappelez dans le temps passé, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai eu accès à des compétitions ici où en tant qu'entraîneur, j'ai amené des athlètes. On compétit, on finit. La seule récompense pour les athlètes c'était le piawata. L'athlète a couru, on lui donne quelques sachets de piawata, il boit. S'il y a la banque qui accepte de nous envoyer quelques solani, c'est ça qui a été distribué aux enfants. Bon, moi quand je suis venu, la première chose que j'ai dit à mon staff, j'ai dit ensemble il faut qu'on change cela. Ces enfants-là, il y en a qui quittent Harobanda. Il y en a qui quittent l'aéroport pour ne citer que cela, pour venir ici au stade général Seine-Kounché, vu la position géographique de ces lieux et de ces deux lieux que je viens de citer et que je dis qu'ils ne sont pas le seul quartier qui est partout. Ces enfants-là, ils viennent à leurs frais. Souvent, c'est leur petite récréation que leurs parents leur donnent, parce que la majorité sont des écoliers. C'est ça qu'ils mettent pour pouvoir faire le déplacement du stade. Donc, je dis la première chose que nous devons changer. C'est quoi? C'est de nous donner les moyens, de nous efforcer pour que pour chaque compétition, même si nous ne pouvons pas restituer à chaque enfant les sacrifices là qu'il a fait tout au long de 2-3 semaines qui séparent une compétition à l'autre, qu'on puisse au moins le méritant là, les encourager avec, c'est pas grand chose, c'est bien vrai, mais quand même c'était pratiquement une première pour qu'à chaque compétition, à notre niveau, l'accent était mis sur le fait que s'il y a quelqu'un qui doit être récompensé, s'il y a quelqu'un qui doit être appuyé, aidé, c'est l'athlète. Si l'athlétisme attire de plus en plus de monde, les places pour les grandes compétitions restent très sélectives. Aux Jeux africains de Rabat 2019, seuls 3 athlètes ont été choisis pour représenter le Niger. Une situation que les athlètes déplorent au vu du faible nombre de compétitions organisées à Niamey et sa périphérie, ce qui peut engendrer de mauvaises prestations sur le plan international. Vraiment, au niveau de compétition, nous avons un sérieux problème. Parce que de l'année, ça ne dépasse pas 1 ou 2 compétitions que nous arrivons à faire. Alors qu'un bon athlète, au moins chaque fin du mois, on doit les tester. Au moins. Donc, avant une compétition ou bien avant des championnats internationaux qui vont se dérouler, donc on doit faire des compétitions pour au moins voir notre niveau. Notre niveau, c'est-à-dire des compétitions internationales. Oui. Les athlètes avant tout le monde. Vous vous rendez compte, on a fait des compétitions ici, quand les moyens ne suffisent pas, même la presse, on ne fait pas venir, parce que le peu qu'il y a, j'ai dit, réunissez-les pour ces enfants-là. Et malheureusement, je vous dis, aujourd'hui, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, tous les sports confondus au Niger, à l'exception du football, lequel vous sentez une certaine vivacité autour. Au football, pourquoi? Parce que les enfants qui les font, effectivement, ne serait-ce que j'ai dit, ces frais de déplacement qu'ils utilisent. Niamey est grande aujourd'hui. Quand vous parlez avec certains anciens comme nous, ils vont vous dire que non, dans le temps, et non, on s'en fout. Dans le temps, vous quittez où? Dans le temps, est-ce qu'il y a des gens qui vivaient, je ne sais pas, au-delà de Kwartagui? Il n'y avait pas de maison dans le temps. On était tous concentrés un peu autour, donc c'était facile de venir. Aujourd'hui, je vous dis, les enfants quittent Harobanda, ils quittent Tondebia, ils quittent au-delà de Lazare, ils quittent Niamey 2000. Venir au stade 3-4 fois par semaine, ma foi, ils ne peuvent pas le faire à pied. Si le manque d'infrastructures et de moyens peuvent se faire sentir, cela ne représente pas un frein pour les athlètes nigériens, qui sont de plus en plus à fouler les pistes de la ville de Niamey. Et parfois avec leurs propres moyens, sans attendre l'aide des institutions. Sonore. Bon, maintenant concernant la fédération, vraiment, là, c'est leur organisation peut-être, si je peux bien le dire. Si ils peuvent nous aider, vraiment, ils n'ont qu'à le faire. Et au cas échéant, vraiment, c'est l'athlète qui doit fournir un effort au moins pour trouver ses équipements en attendant. Et on ne va pas attendre la fédération soit disant qu'il nous fasse quelque chose, non. C'est nous-mêmes les athlètes qui sommes motivés, qui vont au moins chercher nos équipements à nous-mêmes pour au moins commencer à réaliser certaines pratiques pour au moins amener un bon résultat avant que la fédération puisse réagir. Avec tous ces efforts, le travail paie.
Dès la première année d'activité qu'on avait eue, tellement on avait animé la piste là, tellement les enfants ont travaillé sous l'encadrement de leurs entraîneurs. Voyez-vous, on avait des athlètes qui sont rendus au championnat ouest-africain, là où Zaroumaï avait décroché la médaille d'or sur 800. L'autre côté, Bachir, tous deux de la GNN, de la SGN, qui avait pris aussi l'argent au 1500. Le développement de l'athlétisme est sur une pente ascendante, de quoi espérer de belles récompenses dans les mois qui viennent. Alors, je vais commencer avec vous, Harold. J'aimerais avoir votre avis sur la participation ou non des athlètes hyperandrogènes aux JO de Tokyo en 2020, dans 10 mois à peu près. Moi, du coup, j'en connais que 2 qui font du 800. Et pour le coup, je les ai toujours connues comme ça et ça n'a jamais dérangé qui que ce soit. Elles ont toujours été, elles ont toujours fait partie des meilleures. Si ça dérange, en fait, qui est-ce qui justement se plaint? En fait, elle est là, moi, ma vraie question là-dessus. Je ne sais pas comment on peut les sanctionner plus que comme ça, on les empêche de faire leur passion par rapport à leur manière dont elles sont nées. Pour moi, c'est un peu dur. Après, je les connais pas personnellement, on a échangé rapidement lors de quelques meetings, mais pour le coup, je trouve ça triste et dommage. Maintenant, je sais même pas quoi dire pour le coup, parce que je me vois dans leur situation, c'est-à-dire qu'on m'empêche de faire ma discipline pour une chose que je n'ai pas faite, que je subis. C'est dur en fait, c'est simplement hyper dur. Donc, Amadou, on va y aller cash. Est-ce que la position de l'I2AF est une position raciste? Moi, je dirais oui, beaucoup plus. Si on va jusqu'au bout, c'est ça. Parce que je vais vous donner un exemple. De mon temps, il y avait Marita Koch qui courait, qui était une Allemande, qui a toujours le record du monde du 400 mètres. Ouais. Il y avait Jarmila Kratochkilova. Moi, c'est un homme. Quand je l'ai vu, c'était un homme. Et ça n'a jamais posé de problème à ce temps-là. Tout simplement parce que, en plus de ça, ce n'était pas naturel. Oui, c'était. Là, aujourd'hui, on parle des choses naturelles. En ce temps-là, ce n'était pas naturel. C'était des personnes qu'on savait très bien que ces personnes-là étaient chargées. Aujourd'hui, on parle de personnes qui c'est leur corps qui sécrète naturellement des choses. Mais oui, il faut qu'on accepte qu'on est des êtres humains. On n'est pas fait pareillement, je l'ai dit. Et donc, pour moi, pourquoi on le fait aux Africains alors qu'il y a des années, on n'en a jamais parlé? Mais parce que tout simplement, à force de voir, pour moi, je crois qu'on essaie de diminuer la force des athlètes africains. C'est déjà difficile pour les Africains parce qu'on n'a pas les moyens, il y a beaucoup de choses. Et dès l'instant qu'on arrive à un niveau et qu'on cause des problèmes. Amina, je la connais, je l'ai vue à Rabat. Et parce que comme j'entraîne Moussa, son compatriote, donc je connais bien, parce que Moussa... Un autre spécialiste du 400. Voilà, et Moussa donc, est toujours avec Amina, donc elle me parle toujours. Mais moi, c'est une fille, c'est une fille quand je la vois. C'est une fille. Maintenant, les performances qu'elle fait, elle fait des performances, mais c'est normal. Parce qu'elle est forte. Elle est forte. Moi, je pense que ça dérangerait moins si elles étaient... Européennes? Non, même pas. Déjà européennes. Et si elles n'étaient pas en tête des bilans mondiaux et qu'elles n'aspiraient pas à avoir des médailles à chaque compétition internationale. Je pense que ça dérangerait beaucoup moins si elles étaient 6e, 8e. On mettrait moins le doigt dessus. C'est vrai. Mais je pense que c'est ça. Si on était derrière, si elles étaient derrière, ça ne serait pas un problème, on n'en parlerait pas. Mais parce qu'aujourd'hui, elles sont devant la scène et qu'on cause, on dit, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Le sport, c'est un sport. Ça dit qu'on est des êtres humains et en plus, c'est ça, c'est naturel. C'est leur corps qui sécrète ça. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais ce qu'on va leur faire, c'est du dopage. Pour moi, ce qu'ils vont faire, prendre des comprimés pour diminuer le taux, pour moi, ça, c'est du dopage. Parce que d'ailleurs, on voit qu'il y a 2 positions différentes. Amina est prête à aller jusqu'à la cure, la fameuse, pour abaisser son taux de testostérone, alors que Caster a dit non, niet qu'elle n'ira pas. La différence, c'est simple. L'Afrique du Sud, c'est un grand pays. Ils ont les moyens. On a vu que le gouvernement était derrière Semenya a des moyens. Et c'est dans un grand pays. Le gouvernement nigérien devrait être... Et voilà. Et Semenya a déjà gagné des titres. Donc, effectivement, elle est en position de force pour dire ça. Amina vient de connaître. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Et que le problème, c'est qu'elle va accepter de subir parce qu'elle ne peut pas faire. Voilà. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que si elle était dans une position où elle pouvait continuer à dire non, elle l'aurait fait. Parce que pour moi, c'est toucher le corps de la personne. Lui faire prendre des médicaments qui vont diminuer, mais pour moi, c'est du dopage. Parce que qu'est-ce qu'on appelle dopage? Dès l'instant qu'on prend des médicaments
qui sont soit pour augmenter ou pour diminuer, on est sur le dopage. Donc, bien laissant comprendre, il faut laisser le corps humain normal. Voilà. Merci beaucoup Amadou, merci beaucoup Harold. J'étais ravie de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Merci Harold, quelles sont les prochaines échéances? On est en préparation olympique avec une grosse première étape pour les championnats du monde en salle en Chine cette année. C'est quand les championnats? C'est en mars. Ah, ça arrive en mars. très très vite. Ça va arriver très très vite. Et la chance que j'ai eue, c'est de, entre guillemets, ne pas avoir à participer au championnat du monde, ce qui m'a permis de reprendre ma saison un peu plus tôt et d'avoir une préparation bien plus longue. Ok, on vous souhaite de la force et on croise les doigts. Et vous Amadou? Ah, moi, comme je le dis... Vous repartez sur Rouen? Je repars sur Rouen. J'ai un groupe de 4 athlètes donc, qui sont venus spécialement de l'Afrique, comme on disait, pour venir préparer les Jeux. Donc, ce sont des boursiers de la solidarité olympique, donc, qui sont sur Sotteville. Donc, Sotteville, c'est mon club, mais c'est aussi le centre d'entraînement national, donc, avec le pôle. Donc, ils sont intégrés. Et donc, là, on va reprendre l'entraînement fin novembre. Ils vont revenir fin novembre parce que là, actuellement, ils sont dans leur pays. Et donc, j'ai fait un programme de reprise et ils vont revenir en novembre pour pouvoir se préparer et après, si tout va bien, parce qu'il y a aussi les conditions climatiques, donc ils risquent de repartir soit avec moi ou seul avec un programme sur le centre à Dakar pour pouvoir se préparer pendant 1 mois au soleil. Donc vous voyez que c'est paradoxal. Ils vont quitter l'Afrique pour repartir en Afrique, mais tout simplement parce que si on avait les moyens, et je reviens sur ce que je dis, si on avait les moyens, si on avait tout ce qu'il faut, les gens ne seraient pas partis de l'Afrique. Parce qu'on a ce qu'il faut. Mais il n'y a pas les structures, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour travailler sur le sport de haut niveau. Voilà. Et je sais que vous allez changer bientôt tout ça avec un projet qui vous tient. Oui, je ne veux pas trop en parler, mais comme je disais aussi, c'est qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi l'association des athlètes sénégalais, des anciens athlètes qui sont partis, qui sont aux États-Unis et en Europe, donc c'est l'ASRA. On est en train de s'organiser pour mettre tout ça en place. Il y a un gros projet et on va continuer à rendre à l'athlétisme ce que l'athlétisme nous a donné, c'est-à-dire aider nos jeunes et puis essayer de faire repartir l'athlétisme de façon professionnelle. On va vous suivre. Merci messieurs encore une nouvelle fois. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Made in Sport. Merci, allez, au revoir.